Nous nous retrouvons le 8 juin 2009 sur le forum Something Awful. L'internaute poste deux photos qu'il a modifiées tout en nous expliquant aimer créer des images paranormales. Ces photos sont le point de départ de son thread, invitant les membres du forum à partager leurs propres montages horrifiques. Parmi toutes ces créations, deux photos vont se distinguer des autres, et les voici. C'est le 10 juin 2009, soit 2 jours après la création du thread, qu'Eric Knudsen aka Victor Surge donne naissance. Alors que les membres du forum discutent entre eux, partagent leurs créations et s'entraident pour améliorer leur montage, Surge, lui, il débarque et casse complètement la dynamique mise en place dans le forum. Il va directement donner des contextes à ces photos, comme si ce n'était pas des montages. Pour la première, il y a uniquement une citation chelou qui va l'accompagner. Pour la deuxième, on apprend que c'est une image d'archive, récupérée après l'incendie d'une bibliothèque. Le jour de cette photographie, 14 enfants auraient disparu et l'image est d'ailleurs aujourd'hui confisquée. Malgré le contexte du thread qui nous fait savoir que les images ne sont pas réelles, Surge s'amuse lui à rendre son œuvre ambiguë. Esthétiquement, il crée un imaginaire précis et identifiable, bien que très simple. De ce qu'on voit des photos, on aperçoit une grande personne dont on ne distingue pas vraiment le visage. Sur la deuxième photo, ses bras ont l'air d'être des tentacules et il porte un costume cravate. Sur les deux images, on le voit accompagné d'enfants dans des zones qui semblent être périurbaines, en tout cas proches d'une forêt. Et il faut dire que grâce à la qualité des montages de Surge, ces photos ont un aspect plutôt crédible, contrairement aux autres photos qu'on pourra retrouver sur le thread. Du côté du récit, il révèle son folklore. Sa créature, elle porte un nom, c'est le Slenderman, on sait qu'elle kidnappe des enfants et on a pu documenter sa présence. D'ailleurs, si on se plonge dans le thread, on découvre que Surge a bien développé l'histoire du Slenderman. Les autres montages sont moins connus, mais il a aussi proposé des images comme des dessins d'enfants, des rapports de police, ou même des morceaux de journaux. Tout est construit pour implémenter une néomythologie à notre réalité, comme si l'histoire du Slender était en fait préexistante au forum et que la créature n'était pas qu'une simple invention. Le flou laissé par Surge concernant la véracité de son œuvre amène assez vite des réactions. Les membres du forum adorent l'esthétique du Slenderman, à tel point que certains vont même reprendre la créature et proposer leur propre montage. Dès lors que Slender est apparu sur le thread, il n'appartenait plus à son créateur, mais aux membres du forum et par extension à tous les internautes. C'est d'ailleurs un excellent parallèle avec ce que Surge voulait mettre en place. Il a avoué vouloir créer une entité qui pourrait apparaître partout, dans la forêt, dans votre maison, de jour comme de nuit. Slender n'a pas de limite, qu'elle soit spatiale ou temporelle, qu'elle soit dans sa diégèse ou dans notre monde. Ces photos finissent naturellement par sortir de Something Awful et apparaître dans d'autres forums. Son esthétique et son récit viennent à pulluler partout sur internet, en étant repris dans différents médiums, et notamment la littérature avec les creepypastas, une forme d'horreur écrite typique des années 2010 et fonctionnant en grande partie grâce à l'engagement qu'elles engendrent, mais aussi grâce au fait qu'elles paraissent réelles. Enfin, parfois, pas tout le temps. En cherchant un peu, je suis d'ailleurs tombé sur une creepypasta Slenderman française datant de 2011. Et je pense d'ailleurs qu'en cherchant un petit peu, on peut en trouver de 2010 ou de 2009. C'est pour vous dire à quel point cette histoire n'est pas restée ancrée dans les cercles anglophones, mais s'est exportée vraiment partout. Dans une interview, Surge parlera de créatures open source pour décrire le Slenderman. C'est sa construction communautaire et participative qui a renforcé le mysticisme autour de Slender. Une abondance de récits, photos et même vidéos est apparue en peu de temps sur un très grand nombre de plateformes. Cette saturation d'images a fini par troubler les origines même de l'histoire et par la même occasion la rendre encore plus crédible. On en entend partout parler sans vraiment savoir d'où elle vient. Certains la prennent à la rigolade tandis que d'autres sont vraiment terrifiés à l'idée que ça puisse exister.
Pour que vous vous rendiez compte de son succès et de la vitesse à laquelle Slender s'est propagé, seulement 10 jours après la diffusion des images de Surge, et j'exagère vraiment pas, c'est 10 jours, une web-série qui adapte son histoire est apparue. Et cette série s'appelle Marble Hornets. Putain, il va bientôt faire nuit, sa mère. C'était quoi ce truc là? Hein? Mais c'est quoi cette merde? On est le 20 juin 2009. Une vidéo nommée Introduction est publiée sur la chaîne YouTube Marble Hornets. Cette vidéo nous raconte l'histoire de Jay, un jeune homme qui a récupéré les cassettes vidéo de son ami Alex Crowley, cassettes provenant d'un projet de série abandonné. En visionnant les cassettes, Jay découvre que la série de son ami s'est en fait petit à petit transformée en cauchemar. On y découvre le quotidien d'Alex, poursuivi par une entité étrange qui semble lui en vouloir. Jay partira donc à la recherche de son ami disparu, en filmant lui aussi les terribles événements auxquels il fera face. Ces vidéos seront donc diffusées sur la plateforme YouTube. Traditionnellement, une œuvre vidéo destinée à un public est soit projetée dans un cinéma ou dans un lieu physique type exposition, soit distribuée directement en DVD, sans passer par la case cinéma. C'est ce qu'on appelle Direct to Video. Ici, on retrouve des entrées, postées directement sur la chaîne YouTube. Les premières vidéos sont celles tirées des cassettes d'Alex. Elles nous plongent dans la paranoïa de leur auteur, mais aussi les événements effroyables qu'il vit. La créature, appelée opérateur dans la série, semble lui provoquer des phases amnésiques sévères. Ces cassettes vont donc lui permettre de découvrir ce que son cerveau n'a pas pu enregistrer. Les cassettes représentent aussi un moyen pour Jay de lier tous les éléments entre eux, de recoller un peu les pièces du puzzle, et tenter de comprendre les mystères qui entourent Alex. Le deuxième type de vidéo correspond à celle enregistrée par Jay. Contrairement aux cassettes d'Alex, celle de Jay représente le présent et le déroulement du récit. C'est lui qui tient la chaîne YouTube et partage son avancée. D'ailleurs, tout comme son ami, après avoir été exposé à l'opérateur, il va lui aussi souffrir de grosse amnésie. Les vidéos vont donc lui permettre de garder le fil de la réalité et surtout de poursuivre son enquête. Enfin, le dernier type de vidéo est celui qui est le plus cryptique de tous. Déjà, ces vidéos ne sont pas nommées entrées, et ce ne sont pas des enregistrements de Jay ni d'Alex, mais ceux d'humains qui ont été manipulés par la créature. Les vidéos ressemblent à des montages ultra expérimentaux remplis de symboles et de messages cachés. Ainsi, l'utilisation de YouTube comme plateforme rend la nature de l'œuvre une fois de plus ambiguë. Créer des vidéos de durée différente et les diffuser sur YouTube permet d'offrir spontanément, avec pas ou peu d'intermédiaires, une œuvre au public. L'exploitation des particularités de la plateforme rend l'œuvre d'autant plus organique. L'œuvre paraît beaucoup plus proche de nous, bien plus réelle que si elle venait d'un DVD où on sait qu'il y a un système de production, un réalisateur, des équipes, etc. Hormis certains cas, lorsqu'une vidéo est diffusée, tous les internautes peuvent la voir au même moment, peu importe où ils se trouvent sur le globe d'ailleurs. En plus d'être une plateforme redéfinissant la manière dont le public réceptionne une œuvre, en la rendant plus crédible de par sa structure, c'est aussi un moyen de transmission gigantesque. Les mythes avaient par le passé tendance à se répandre localement, et au mieux à être présents dans une région du monde. YouTube et Internet de manière générale permettent aux mythes de s'exporter instantanément, en plus d'être traduits grâce aux outils des plateformes ou à certains internautes.
Pourtant, Marble Hornets ne se présente pas comme un objet culturel, mais comme un véritable journal de bord. Diffuser ses entrées n'est plus un simple exercice artistique, mais un moyen de survie et surtout de mémoire. La caméra vient prendre le relais là où les yeux et le cerveau faillissent. Elle témoigne non seulement auprès du public de l'horreur vécue, mais aussi elle remplace mécaniquement les souvenirs perdus de Jay suite à ses amnésies. C'est notre véritable point de sauvegarde face à une réalité qui semble vouloir s'évanouir. André Bazin, célèbre critique de cinéma, nous parlait de l'obsession de l'homme à reproduire la réalité à travers l'histoire de l'art. Selon lui, c'est un moyen de résistance face au temps et à la mort. Il nous dira d'ailleurs « Fixer artificiellement les apparences charnelles de l'être, c'est l'arracher au fleuve de la durée, l'arrimer à la vie. » Dès l'épisode 2, les créateurs viennent à matérialiser le Slenderman appelé ici opérateur. Lui qui n'est pas soumis aux règles du temps, il vient pourtant s'insérer dans une temporalité filmique. Encore pour citer la pensée de Bazin, pour lui, le cinéma jouit de l'objectivité photographique. En gros, l'appareil photo, il capture ce qu'il y a devant lui tel quel. La caméra, elle fait pareil. Elle capture ce qu'il y a devant elle, tout en délivrant l'image de son immobilisme. Chaque plan a désormais un devenir, en gros un potentiel futur. Les apparitions de l'opérateur ne sont pas constantes. Il reprend et incarne la disruptivité du format qui le met en scène. Parfois, il se manifestera près de certains lieux clés. Et d'autres fois, son absence laissera planer le doute, comme si tout lieu était tenté. Mais cette absence en est-elle réellement une si la peur qu'il inspire est constamment présente ? Les créateurs de la série, Troy Wagner et Joseph Delage, ont respecté à la lettre l'idée d'une créature omniprésente. Slender peut apparaître partout, à tout moment, mais il occupe aussi constamment notre esprit. En hors-champ, sa présence nous est signalée par des parasites visuels et sonores brouillant l'appareil. La caméra devient alors le meilleur outil pour le débusquer puisque l'œil ne le perçoit pas toujours ou du moins pas directement. Lorsqu'il est visible, le Slenderman vient briser toute notion de distance dans le champ qu'il occupe. Même éloigné du sujet, le danger qu'il inspire dissipe tout sentiment de sécurité. La série arrive à perturber notre rapport à l'espace. Chaque déplacement semble être toujours trop lent et chaque point d'arrivée pas assez éloigné de l'entité. La construction des plans et la disposition des corps dans l'espace ne rentrent plus dans une logique d'esthétisme, mais dans un besoin urgent de fuir. On se retrouvera naturellement avec des plans où on ne voit rien de l'action, puisque ceux-ci sont filmés en POV. Pourtant, il ne nous attaque pas directement. Il nous observe, mais sa simple présence vient blesser les êtres vivants et endommager les objets. Les enregistrements finissent complètement dissonants, parasités au point où l'écoute devient douloureuse, venant presque toucher le spectateur à son tour. About 3/4 of the way through. This will just be by himself, right? Yeah, I'm thinking about maybe putting it. Mais l'outil visuel est lui aussi malmené. La série compte un nombre assez incroyable de déformations et de glitches rendant l'image indescriptible par moments. Audio, vidéo, mais aussi humain se voit impuissant face à cet être. Paradoxalement, le capturer signifie peut-être ne pas le filmer directement, mais juste laisser les appareils témoigner de ses dégâts. Ces déformations visuelles constitueront des éléments esthétiques associés durablement au Slenderman et qui seront repris dans la plupart des œuvres succédant Marble Hornets. Surge a tracé les traits de Slenderman et la série l'a iconisé. Mais Marble Hornets n'a pas établi que les glitches. Elle a aussi mis en place un élément de récit qui occupera une place centrale dans une autre adaptation de Slenderman. Cette fois-ci, un jeu vidéo. J'y vois rien. C'est quoi cette merde, putain? le 26 juin 2012,
l'équipe Parsec Productions met en ligne un jeu nommé Slender The 8 Pages. Fini les témoignages écrits ou même les enregistrements vidéo, c'est désormais à nous de nous confronter frontalement au Slenderman. On se retrouve donc seul, plongé dans une forêt en pleine nuit, avec comme seule indication collecter les 8 pages. À l'aide de notre lampe torche, on va devoir donc sortir de cet enfer. Encore aujourd'hui, le jeu fonctionne plutôt bien. Il arrive à représenter fidèlement la présence oppressante du Slenderman qui, dans le jeu, ne fait qu'augmenter à mesure qu'on récupère des pages. Pages disséminées dans une map pas si grande que ça, mais où tout se ressemble si ce n'est quelques lieux clés. Le joueur se perd encore et encore à la recherche des pages, tandis que la lampe torche meurt petit à petit, nous laissant dans une obscurité quasi totale. Le jeu n'a pas une durée énorme, mais avec un Slender qui nous suit partout, des pages qu'il faut arriver à trouver dans une map aussi sombre, ça risque de vous prendre quelques parties avant de réussir à vous enfuir. Pour ce qui est du modèle du Slender, bon, il n'est pas très effrayant, mais avec les autres éléments que j'ai cités, l'ambiance arrive tout de même à être assez pesante, au point où on se surprend à être sous tension. Imaginez-vous être seul, c'est la nuit, et vous entendez ça. Terrifiant. The 8 Pages reprend l'esthétique glitchée de Marble Hornets tout en conservant la vue à la première personne. Encore une fois, ces déformations viennent atteindre notre écran, et encore plus directement ici puisque l'expérience est subjectifiée par le gameplay. Nous nous plongeons dans le monde de Slender et ces effets viennent jusqu'à nous. Le jeu a eu un succès assez énorme, il n'y a qu'à voir le nombre de vidéos YouTube sorties à l'époque et surtout les vues qu'elles ont fait. C'est assez ouf. À la suite de ce jeu, plusieurs autres vont voir le jour en reprenant très souvent les mêmes mécaniques. Je me souviens d'ailleurs d'un jeu que j'avais téléchargé il y a une dizaine d'années, donc quand j'étais au collège, et qui s'appelait Slenderman Lives. C'était un jeu mobile qui utilisait la caméra du téléphone un peu comme Pokémon Go. On devait filmer des lieux et s'y aventurer pour récupérer des pages avec bien évidemment le Slender qui nous poursuit. Alors malgré la qualité slopesque du jeu, on va pas se mentir, si on s'intéresse au rapport entre diégétique et réalité, c'est peut-être une des idées les plus adaptées au concept de la créature. Une horreur qui fait irruption partout, même dans notre réalité. Mais si on veut regarder quel est le jeu le plus abouti de toutes les adaptations, alors il faudra se tourner vers Slenderman The Arrival. Un jeu développé une fois de plus par la team Parsec, mais cette fois-ci en collaboration avec Troy Wagner et Joseph Delage, les créateurs de Marble Hornets. Le jeu, en plus d'avoir un meilleur moteur graphique, introduira encore un peu plus de lore, notamment en ajoutant les proxies être manipulés par Slenderman, un concept qu'on a découvert avec Marble Hornets. Contrairement à son prédécesseur, The Arrival a une histoire, avec des chapitres et des éléments narratifs autres que simplement des pages à collecter. The Arrival renoue d'ailleurs avec les origines forumesques de Slender en mettant en avant plusieurs éléments annexes comme des dessins ou des avis de recherche. C'est des petits détails mais qui viennent ajouter une certaine profondeur au récit et à la diégèse du jeu. Mais là où le genre esthétique du jeu vidéo m'intéresse le plus, c'est dans sa capacité à se placer dans une sorte de flou perceptif. Un espace transitoire d'une réalité à une autre, où l'interactivité vient faire office de pont. Ce sont nos actions physiques qui déclenchent une réaction dans un espace dématérialisé, donnant ainsi le schéma suivant. Je m'attends à ce qu'en utilisant la flèche directionnelle droite, mon personnage aille à droite, et c'est ce qu'il fait. Je projette en avance un mouvement initié par ma personne, mais qui ne se produit pas dans ma réalité. Slenderman, depuis ses débuts, s'est construit sur sa capacité à faire douter du réel, à être une œuvre crédible dans son incrédibilité. Et le jeu vidéo est venu repousser un peu plus ses limites de par la nature même du médium. Pour aller un peu plus loin, je vais vous expliquer le concept d'hyperréalité de Jean Baudrillard. Pour Baudrillard,
il y a ce qu'on appelle les représentations, ou signes. Ce sont des schémas intellectuels dans lesquels on retrouve un monde objectif, appelé objet, qui est perçu par nous, sujets, mais aussi la manière dont on se représente ce monde, en gros comment on l'imagine. On dit donc qu'il y a une distance entre l'objet et le sujet. L'objet m'est extérieur et j'en suis pleinement conscient. Quand je vais au musée et que je vois un tableau, peu importe l'état de contemplation dans lequel je suis, j'arrive à distinguer ma réalité de celle représentée dans le tableau. Pour Baudrillard, le virtuel, lorsqu'il agit comme une simulation, il met fin à cette distance. Et c'est donc l'arrivée de l'hyper-réalité. L'hyper-réalité se construit dans un système de simulacres. Les simulacres, ce sont des représentations, mais qui sont dépourvues d'objets réels. Ils vont donc remplacer la réalité objective et créer une situation où le simulacre paraît plus réel que la réalité. Je vais vous donner un petit exemple rapide qui, je pense, parlera à peu près tout le monde. Si vous regardez constamment des vidéos sur Tokyo, vous allez probablement fantasmer la ville. Car avec le montage, les effets vidéo, les musiques, les filtres, etc., les vidéastes vont avoir tendance à suresthétiser ce qu'ils montrent. Quand vous arrivez sur place, déception. C'est pas le résultat attendu, vous vous retrouvez à douter du lieu où vous êtes. Limite à un peu déréaliser en mode bah non, c'est pas possible, je suis pas à Tokyo là. C'est parce que la représentation que vous vous êtes faite de Tokyo était en fait basée sur un objet non conforme à la réalité. Vous vous êtes fait avoir par un simulacre. Les signes, donc les représentations de la réalité, et le réel lui-même se confondent. On a du mal à distinguer les deux, amenant à ce que Baudrillard appelle l'implosion du sens. En gros, la saturation continue de signes fait qu'on perd pied avec le réel, car tout ce que l'on voit est un mélange incompréhensible venant remplacer la réalité par des simulacres. Dans le cadre du jeu vidéo, cette perdition du réel est encore plus marquée avec l'interactivité. Le fait d'interagir dans une représentation qui est un simulacre signifie nécessairement qu'on fait partie de ce même simulacre. Lorsqu'on bouge dans un jeu, on dit « je me déplace » ou alors « mon personnage se déplace ». Mais ce déplacement est subjectifié par mon action, d'où le déterminant possessif « mon » ou le pronom personnel « je ». Ainsi, la frontière entre ma réalité et celle du jeu vidéo vient à être troublée, car le système vidéoludique m'intègre pleinement comme partie prenante de sa réalité. Mon corps objectif cesse d'être mon référent au profit d'un corps dématérialisé le temps d'une partie. Et cette nuance est importante pour tous les anti-jeux vidéo qui regardent la vidéo, je sais pas s'il y en aura beaucoup, mais je parle d'une confusion momentanée. Pas d'un doute existentiel constant, mais de la participation consentie à une simulation. Le simulacre vidéoludique ne fait pas tant douter de la véracité de son environnement. En gros, je sais que ce qui est représenté à l'écran est un jeu, mais il nous engage à y adhérer comme s'il était réel. La confusion n'est pas perceptive, mais plutôt cognitive, puisque je m'absente ou je suspends ma présence dans la réalité. Et en ce sens, hyper-réalité ne signifie pas hyper-réalisme, ce qui explique le fait qu'adhérer ou non à la diégétique d'un jeu n'est pas forcément corrélé au photoréalisme de celui-ci. Et ce phénomène s'observe d'autant plus dans les jeux vidéo d'horreur, où nos mouvements virtuels vont être précautionneux comme si on redoutait réellement le danger. Au-delà d'un simple désir de ne pas perdre la partie, il y a aussi la volonté de fuir une menace pourtant irréelle. Dans Slenderman, on rentre clairement dans cette configuration, où mon objectif est de m'échapper le plus rapidement possible de cette atrocité. Le POV vient troubler encore davantage cette frontière du réel, puisque je ne transpose pas ma conscience dans un modèle de corps 3D, je fais directement corps avec l'écran, et donc le monde de Slender. C'est de cette manière que les jeux Slenderman, au-delà de considérations qualitatives, ont permis de perpétuer cet héritage transfrontalier entre mythe et réalité, le tout rendu possible par les spécificités esthétiques et philosophiques de leur médium. En 1983, Jack Zipes publie Les Contes de fées et l'art de la subversion.
Son ouvrage montre comment les contes de fées, à partir du XVIIe siècle, ont été utilisés pour perpétuer et ancrer les normes sociales en vigueur dans l'esprit des enfants. Il y explique notamment l'utilisation de la morale bourgeoise dans les contes pour dicter les comportements à adopter. On citera par exemple les frères Grimm avec leur reprise du Petit Chaperon Rouge. Celle-ci incarne l'innocence pure devant rester sur le droit chemin pour ne pas se faire dévorer par les loups, représentant les hommes et leur libido. Zipes met en lumière le pouvoir normatif des contes et la domination structurelle des adultes sur les enfants, ou encore des hommes sur les femmes. Pour qu'un conte soit considéré comme tel, il doit déjà être communautaire, c'est-à-dire se construire, se modifier et se partager au sein d'une ou de plusieurs communautés. Comme le conte intègre des éléments et des personnages fantastiques, il doit paraître réel, ou en tout cas, montrer des schémas applicables à la réalité. C'est de cette manière que le conte s'entretient et se propage. Que les gens y croient ou non, peu importe, ils vont quand même participer à sa diffusion. Et les gens qui n'y croient pas propagent le conte principalement pour utiliser les effets de sa pseudo-véracité, dans le but de maintenir l'ordre et la morale. Et quoi de mieux pour maintenir l'ordre que la peur ? À travers les époques, plusieurs figures terrifiantes ont été utilisées par les parents ou par les nourrices pour maintenir une forme d'emprise sur les enfants, soit pour éviter qu'ils fassent des bêtises, soit pour édulcorer les risques de l'extérieur, ou pour d'autres raisons. Le monstre qui a selon moi le mieux incarné cette peur flottante, c'est le croque-mitaine, ou boogeyman en anglais. Pour reprendre l'article A Boogeyman for the Internet Age rédigé par Keidra Daniels Navarroni, le croque-mitaine c'est un conte malléable que l'on retrouve dans plusieurs cultures, sous différents noms et différentes formes. On notera d'ailleurs que cette figure n'a pas toujours de représentation visuelle. Ce n'est pas tant une créature aux traits et aux récits définis, mais plutôt l'incarnation d'une peur. Quand on parle de croque-mitaine, on fait plutôt référence à une catégorie. Je pense que, enfant, tout le monde a déjà entendu parler d'un monstre qui s'attaquerait à nous si on était pas sage. Mais d'une famille à une autre ou d'une région à une autre, ce n'est plus la même créature ni la même histoire. Le Slenderman reprend complètement cette idée d'un croque-mitaine contemporain. Il représente lui aussi l'universalité d'une peur, celle d'une créature s'attaquant principalement aux enfants. Étant donné qu'il a un corps humanoïde, il pourrait venir de n'importe quel continent, sans être associé au bestiaire d'une zone géographique précise. De plus, le lieu auquel on l'associe, c'est une forêt. La forêt a de tout temps et dans, je pense, toutes les cultures, été un lieu source de fascination, à la fois foyer de l'angoisse, mais aussi de l'émerveillement et de la curiosité. Est-ce que pour autant, le Slenderman reprend tous les codes du conte traditionnel ? On l'a vu à travers la vidéo, il comporte déjà la dimension communautaire, en ayant été massivement diffusé sur plusieurs plateformes et adapté dans différents médiums. Mais il y a aussi son rapport à la réalité. À chaque fois que Slender a été adapté, le flou sur son existence a été maintenu, que cela soit par des techniques de narration ou par les spécificités des médiums qui l'ont accueilli. Mais qu'en est-il du coup de l'aspect moral ? Il entre bien évidemment dans la tradition du monstre punisseur, malmenant quiconque s'aventurant dans la forêt, enfant comme adulte d'ailleurs. Mais il va même un petit peu plus loin que ça. Selon Trevor Blank et Lynn McNeil, chercheurs et chercheuses en folkloristique, l'absence de son visage pourrait être la représentation d'une autorité institutionnelle et manipulatrice, à laquelle on ne peut pas assigner une identité. Son esthétique et ses manifestations évoqueraient donc plutôt des structures, voire un système. Pour aller dans ce sens, j'ajouterai à leur analyse que la formalité de son costume, ainsi que son pouvoir d'omniprésence, pourrait faire de lui la personnification de normes sociales. Son costume renvoie bien évidemment à un mode de vie salarial, peut-être une forme de routine à laquelle on se destine presque toutes et tous. Ça me fait d'ailleurs penser au salaryman, terme japonais qui désigne ces travailleurs de bureau qu'on rattache quasi uniquement à leur emploi. Pour ce qu'il en est de son pouvoir d'apparition, il est selon moi à l'image de règles normatives. Il a peut-être toujours existé et comme il est présent partout, c'est quasi impossible de le fuir. Tout porte à croire que Slenderman dicte lui aussi une morale, celle de l'ordre à ne pas remettre en question et qu'on ne pourra de toute façon pas fuir. On se retrouve presque face à une caricature des contes bourgeois du XVIIe siècle. Pourtant, l'œuvre dans sa globalité comporte des nuances assez importantes.
Slender renverse la didactique des contes moraux en puisant dans les racines même des contes. Avant d'être repris par la bourgeoisie, il constituait tout le folklore populaire, transmis oralement et dont la fonction première n'était pas toujours normative. Ici, la source de transmission du conte ne se fait pas par les dominants, ou en tout cas pas uniquement par eux. Ce sont les internautes, adultes comme enfants, peu importe leurs origines ou leur statut, qui s'approprient ce mythe et le refaçonnent. C'est précisément ce qu'a montré le documentaire A Self-Induced Hallucination de Jane Chambrun, un documentaire qui revient sur le phénomène Slender en nous montrant plusieurs vidéos d'archives, vidéos pour la plupart provenant du YouTube des années 2010. La réalisatrice adopte un point de vue assez atypique, et elle ne présente pas l'horreur uniquement comme un genre esthétique, mais comme un espace vivant, habité par créateurs et spectateurs. Bien évidemment, et on l'a vu tout le long de la vidéo, Slender est devenu un espace de création, stimulant l'imaginaire de toute une génération internet, malgré la simplicité de son récit et de sa créature. Que cela soit avec les forums, avec Marble Hornets, les jeux vidéo ou les creepypastas, cette histoire est devenue un support de création, une sorte de socle commun. Le documentaire nous permet d'assister par procuration au façonnage de cet horizon culturel. Horizon qui a aussi influencé l'apparition d'œuvres en dehors de l'univers Slenderman. La puissance du documentaire réside dans sa justesse, la manière avec laquelle il arrive à décrire assez précisément ce que c'était de grandir sur Internet dans les années 2010. On verra donc un ensemble d'enfants, d'adolescents et d'adultes parler de Slenderman, que ce soit via des vidéos critiques, des interviews ou encore des mini-séries. Cette précision vient à se manifester en dehors du documentaire lui-même, et c'est peut-être là la plus grande preuve de sa pertinence. Si on regarde du côté des commentaires, un certain nombre de témoignages apparaît et je vous en ai sélectionné quelques-uns. Plusieurs spectateuristes témoignent d'une période de solitude avec pourtant une certaine nostalgie, celle d'avoir trouvé réconfort dans une œuvre pourtant pas si réconfortante, voire sordide. Slenderman semble avoir été un espace d'expression pour certaines personnes ostracisées ou souffrant d'un mal-être. La filmographie de Chambrun met en lumière la façon dont l'horreur fonctionne comme un refuge pour les enfants seuls et ceux exclus de la norme dominante, et plus encore pour les enfants queer et ou neuroatypiques, dont l'existence même est souvent perçue comme une transgression. L'horreur ne cherche pas à cacher l'étrangeté, elle la montre et la valorise. Ce qui n'est pas conforme vient à exister jusqu'à devenir central. Contrairement à beaucoup de contes, elle ne s'attaque pas qu'aux enfants, mais aussi au monde des adultes. Celui de l'autorité, de la légitimité et de la supposée protection. Elle montre la réalité sans retenue dans sa forme la plus brute, une réalité hostile mais où la vulnérabilité est partagée et les rapports de force sont déstabilisés. La figure du monstre horrifique incarne une altérité, un corps souvent difforme, rejeté avant même d'avoir exercé la moindre violence. Mais ce corps marginalisé est aussi une forme de pouvoir. Celui de renverser ne serait-ce qu'un instant l'ordre établi. En associant cette idée de transgression horrifique à la virtualité d'Internet, on peut construire un espace d'exploration de l'identité. Déjà en se connectant avec d'autres internautes partageant des centres d'intérêt et ou des vécus communs, mais aussi avec la possibilité d'incarner une persona. Ainsi, dans le cadre de création artistique d'horreur, on peut, l'espace d'un instant, sur un forum, un jeu ou via un ARG, devenir une autre personne, nous offrant l'occasion de reprendre le contrôle de notre identité ou simplement d'en explorer une nouvelle. Slender représente pour beaucoup moins une œuvre qu'une époque où en dématérialisant notre existence, on a pu paradoxalement la faire signifier. Bien que cette figure puisse incarner l'autorité des normes et leur omniprésence, elle a pourtant servi d'outil, voire de refuge, à des individus qui ne se reconnaissaient pas dans ces mêmes normes. On assiste à un renversement du conte moral, ne représentant plus un modèle excluant la différence, mais au contraire le moyen de la valoriser. Slenderman est donc passé d'un simple photomontage à une mosaïque de solitude interconnectée. La solitude de Jay face à la disparition de son ami, la solitude du joueur, plongé dans l'expérience vidéoludique,
Et enfin, la solitude d'individus trouvant réconfort dans l'horreur d'Internet. Là où Baudrillard pensait l'hyper-réalité comme un symptôme du postmodernisme, une tragédie de l'existence, elle apparaît pour beaucoup comme une possibilité, celle d'exister en dehors d'une réalité qui exige que l'on s'efface pour ce que l'on est.